Il tenait l'avenir entre ses mains. Un esprit qui a bâti une entreprise prête à redéfinir l'existence humaine, libérant une intelligence qui apprenait plus vite que ses créateurs. Il a conseillé des présidents et est devenu le visage mondial d'une nouvelle aube technologique. Mais dans un retournement de situation stupéfiant, le conseil d'administration qu'il avait lui-même assemblé l'a déclaré inapte. En l'espace de quelques heures, il est devenu un exilé. L'homme qui devait guider l'humanité vers son prochain chapitre s'est soudainement retrouvé à la porte de son propre bureau. Le monde y a vu un coup d'état d'entreprise, mais à l'intérieur, une bataille pour l'âme même de la technologie venait de commencer. N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Soutiens le contenu qui t'intéresse, il y en aura plus. Samuel Harris Altman est né en 1985 à Chicago, dans l'Illinois, et a grandi à Saint-Louis, dans le Missouri, d'une mère dermatologue et d'un père agent immobilier. De l'extérieur, son enfance dans le Midwest américain semblait conventionnelle. Mais entre les murs de la maison familiale, un esprit calme et intensément concentré commençait à cartographier une réalité différente. Le catalyseur de cet éveil est arrivé alors qu'il n'avait que 8 ans. Un ordinateur Apple Macintosh. Pour la plupart des enfants, cela aurait été un portail pour les jeux et les devoirs. Pour Sam, c'était un univers à déconstruire. Il ne se contentait pas de jouer dessus, il a appris à le programmer. Il ne se contentait pas de l'utiliser, il l'a démonté pièce par pièce, poussé par un besoin insatiable de comprendre comment le système fonctionnait à son niveau le plus fondamental. Cet acte de déconstruction fut le plan directeur de son approche future du monde. Trouver un système complexe, comprendre ses mécanismes fondamentaux, puis trouver comment le reconstruire en mieux. Sa précocité ne se limitait pas à la technologie. Il possédait une maturité et une intensité tranquille qui le distinguaient. Tandis que les autres naviguaient dans les hiérarchies sociales du collège, Altman naviguait dans le paysage interne complexe de sa propre identité, dans l'environnement relativement conservateur de Sainte. Louis, dans les années 1990, il a pris la décision courageuse de révéler son homosexualité à ses parents et à sa communauté. Cette expérience, bien que difficile, est devenue une partie fondamentale de son caractère. Elle lui a appris, à un très jeune âge, ce que signifiait défier une norme établie. Défendre une vérité personnelle même face à une opposition potentielle. Elle a forgé une résilience et un confort à être un outsider, un trait inestimable pour quelqu'un qui allait passer sa vie à parier sur des idées non conventionnelles que le reste du monde n'était pas encore prêt à accepter. Cette première épreuve de conviction l'a aguerri pour les risques bien plus grands qu'il allait bientôt prendre. Ce ne fut pas une surprise lorsque ce jeune homme brillant et déterminé fut accepté à l'université de Stanford pour étudier l'informatique. Il était arrivé à l'épicentre du monde de la technologie, l'endroit même où le futur était en train d'être codé. Le campus était électrique, empreint d'un optimisme unique de l'après-éclatement de la bulle Internet. Les géants de la première vague d'Internet avaient trébuché, mais une nouvelle génération se levait, armée de nouvelles idées sur les réseaux sociaux, l'informatique mobile et une manière plus agile et plus rapide de créer des entreprises. Stanford était censé être le terrain d'entraînement, le lieu pour acquérir les connaissances théoriques nécessaires pour rejoindre cette révolution. Altman excellait sur le plan académique, absorbant avec aisance les théories complexes des algorithmes et des structures de données. Mais il réalisa rapidement que les leçons les plus importantes n'étaient pas enseignées dans les amphithéâtres. La véritable action, le processus de création brute, chaotique et passionnant se déroulait juste à l'extérieur du campus, dans des garages et de petits bureaux où de minuscules équipes essayaient de construire le prochain Google. Une puissante fracture culturelle existait à Stanford, la voix de l'universitaire contre la voix du bâtisseur. La voix des étoiles académiques était sûre,
prestigieuse et bien définie. Elle menait à un diplôme, un doctorat, un poste de professeur confortable. La voie du bâtisseur était une falaise abrupte d'incertitude. C'était un monde de sessions de codage nocturne alimenté par la pizza et l'ambition de présentation à des investisseurs en capital risque qui pouvaient anéantir un rêve d'un seul mot et de confrontation avec la possibilité constante et terrifiante de l'échec. Pour Sam Altman, il n'y a jamais vraiment eu de choix. L'attrait de construire quelque chose de réel, quelque chose de tangible que les gens pourraient utiliser, était une force irrésistible. La salle de classe ressemblait à un cours d'histoire, tandis que le monde extérieur était un laboratoire pour l'avenir. Après 2 ans immergé dans l'écosystème de la Silicon Valley, il a pris la décision qui allait définir le début de sa carrière. Il a abandonné Stanford, ce n'était pas un acte de rébellion ou un échec académique. C'était un pari calculé, c'était son premier investissement majeur et la garantie était son propre avenir. Il pariait qu'il pourrait apprendre davantage en faisant, en construisant, en échouant et en réessayant qu'il ne le pourrait jamais en terminant son diplôme. Aux côtés de ses amis, il a consacré toute son énergie à une start-up appelée Loopt. L'idée elle-même était audacieuse pour l'époque, une application de réseautage social basée sur la localisation. À une époque antérieure à l'iPhone et au GPS omniprésent, Loopt visait à vous permettre de voir où se trouvaient vos amis sur une carte en temps réel. C'était un aperçu de l'avenir socialement connecté et constamment en ligne qui se profilait à l'horizon. L'excitation initiale était enivrante, mais elle a été immédiatement confrontée à la réalité brutale et intimidante de transformer un concept en une entreprise. Les jeunes fondateurs avaient besoin de plus qu'une bonne idée. Ils avaient besoin de conseils, de financement et d'un réseau. Ils ont trouvé les trois dans une nouvelle expérience radicale lancée à l'été 2005. Elle s'appelait Idea Combinator, un accélérateur de start-up fondé par l'essayiste et programmeur Paul Graham Loopt, a été accepté dans sa toute première promotion. Ce n'était pas l'institution impeccable et mondialement reconnue qu'est Combinator aujourd'hui. C'était un creuset brut et intense. Un petit groupe de fondateurs sans expérience a été réuni, a reçu une petite somme d'argent de démarrage et a été soumis à 3 mois de pression et de mentorat acharné de la part de Graham lui-même. L'atmosphère était un mélange de camps d'entraînement et de salons philosophiques, où l'objectif était simple. Construire quelque chose que les gens veulent. Paul Graham, un juge de talent légendaire, a vu quelque chose d'extraordinaire chez Altman, âgé de 19 ans. Il n'était pas juste un autre codeur intelligent, il possédait une rare combinaison de clarté stratégique, de détermination implacable et d'une capacité de persuasion presque déconcertante. Graham déclarera plus tard que Altman était l'un des 5 fondateurs les plus intéressants qu'il ait jamais rencontrés. Une liste qui comprenait les fondateurs d'entreprises comme Stripe et Airbnb. Il a vu une volonté de puissance et une prévoyance bien au-delà de son âge. Graham a un jour résumé les capacités d'Altman avec une citation désormais célèbre. « Vous pourriez le parachuter sur une île pleine de cannibales et 5 ans plus tard, il en serait le roi. » Dans l'environnement intense de Y Combinator, Altman s'est épanoui, absorbant chaque leçon sur la création de produits, la levée de capitaux et la navigation dans le paysage périlleux de la Silicon Valley. Pendant les 7 années suivantes, Altman et son équipe ont travaillé sans relâche pour développer Loopt. Ils furent de véritables pionniers dans le domaine des réseaux sociaux mobiles, levant plus de 30 millions de dollars en capital risque et concluant des partenariats avec les principaux opérateurs de téléphonie mobile. Ils innovaient constamment, essayant de trouver la formule parfaite pour l'adéquation produit-marché. Cependant, être un pionnier est souvent une tâche ingrate. Ils étaient légèrement trop en avance. La technologie et les habitudes des utilisateurs n'avaient pas encore rattrapé leur vision. Lorsque Apple a lancé l'iPhone en 2007, le monde pour lequel il construisait a changé du jour au lendemain.
Soudain, l'App Store a créé une explosion de concurrence et Loopt, autrefois une idée nouvelle, s'est retrouvé à lutter pour gagner une traction massive face aux géants émergents et à un flot d'applications similaires. L'aventure s'est terminée en 2012 lorsque Loopt a été acquise par la société de technologie financière Green Dot pour 43,4 millions de dollars. Selon toute mesure normale, c'était un succès significatif. Un groupe d'étudiants ayant abandonné leurs études avait créé une entreprise à partir de rien et l'avait vendue pour une somme qui changeait la vie. Sam Altman était multimillionnaire avant d'avoir 30 ans. Pourtant, pour lui, le résultat semblait étrangement vide. C'était un bon résultat, mais ce n'était pas un résultat qui changeait le monde. C'était une réussite, mais pas la victoire écrasante qu'il visait. Cette expérience est devenue la leçon la plus cruciale du début de sa carrière. Elle lui a enseigné l'importance brutale du timing du marché, la nature impitoyable de la concurrence et la différence considérable entre la création d'une entreprise prospère et la construction de quelque chose de véritablement transformateur. La vente de Loopt a fait de Sam Altman un homme riche, mais elle n'a pas satisfait sa faim. Elle n'a fait que l'aiguiser. Il comprenait maintenant le jeu à un niveau beaucoup plus profond. Il avait le capital, l'expérience et un réseau qui atteignait les plus hauts échelons de l'industrie technologique. Sa véritable vocation n'était pas seulement de construire une entreprise, mais d'architecturer l'avenir même de la technologie. Et son ancien mentor, Paul Graham, était sur le point de lui donner les clés du royaume. Après la vente de Loopt pour plusieurs millions de dollars, Sam Altman s'est retrouvé dans une position particulière pour un homme au milieu de la vingtaine. Il était financièrement indépendant, un fondateur respecté dans la Silicon Valley, mais le résultat ressemblait plus à une tâche accomplie qu'à une victoire triomphale. Le vide qu'il ressentait l'a poussé non pas vers une île tropicale, mais de retour à l'endroit où tout avait commencé. iCombinator. Il est revenu non pas comme un fondateur aux yeux écarquillés cherchant des conseils, mais comme un partenaire à temps partiel, un mentor qui avait navigué le périlleux voyage d'une start-up, du lancement à la sortie. C'est ici, dans les salles familières, remplies d'énergie nerveuse et de rêves ambitieux, que le véritable génie d'Altman a commencé à se révéler dans un nouveau contexte. Il n'était pas juste un autre ancien élève à succès qui rendait l'appareil, il était différent. Altman possédait une capacité déconcertante à percer le discours peaufiné d'un fondateur et à identifier le problème central, souvent non dit, en quelques minutes. Ces aperçus n'étaient pas de douces suggestions. Ils étaient chirurgicalement précis et brutalement honnêtes. Tandis que d'autres partenaires y offraient des encouragements, Altman offrait un chemin clair, souvent difficile à suivre. Les fondateurs qui ont travaillé avec lui parlaient de sa concentration presque déconcertante lors de leurs conversations, de sa capacité à se connecter simultanément avec leurs angoisses les plus profondes et leurs ambitions les plus élevées. Il est devenu connu comme le partenaire que vous alliez voir lorsque vous étiez vraiment perdu, celui qui pouvait fournir un diagnostic sans concession susceptible de sauver votre entreprise. Même si la vérité était difficile à entendre, il se distinguait rapidement non seulement comme un mentor, mais comme un faiseur de rois en attente. La transition de partenaire respecté à héritier présomptif a été d'une rapidité choquante. En février 2014, l'écosystème de la Silicon Valley a été secoué par une annonce soudaine. Paul Graham, le leader intellectuel et spirituel de iCombinator, l'homme qui avait personnellement façonné le paysage moderne des startups, quittait son poste de président. Un souffle collectif fut retenu alors que la communauté attendait le nom de son successeur. Les spéculations allaient bon train, se concentrant sur des investisseurs en capital risque chevronnés et des dirigeants technologiques expérimentés. Au lieu de cela, Graham a nommé Sam Altman. À seulement 28 ans, Altman s'est vu confier les clés de l'accélérateur de start-up le plus puissant de la planète. La réaction fut un mélange d'admiration et d'incrédulité. Pour certains,
C'était une décision brillante, un pari sur un prodige qui comprenait l'ADN de Yiluxi mieux que quiconque. Pour d'autres, c'était un pari audacieux, presque téméraire. Altman, cependant, n'avait aucune intention d'être simplement le gardien de l'héritage de Graham. Il voyait EUIC Combinator non pas comme un chef-d'œuvre achevé, mais comme un moteur puissant qui fonctionnait à une fraction de sa capacité potentielle. Sa vision était celle d'une échelle massive et sans précédent. Si Paul Graham avait construit une serre de boutique très efficace pour cultiver quelques orchidées primées chaque année, Altman voulait construire une exploitation agricole à l'échelle industrielle conçue pour nourrir le monde entier avec de l'innovation. Il croyait que les prochaines entreprises qui changeraient le monde étaient là, et que la seule façon de les trouver était d'augmenter exponentiellement la surface de recherche. Cette ambition ne relevait pas de l'ego, c'était un argument statistique. Plus vous plantez de graines, plus grandes sont vos chances de récolter une forêt de géants. Pour y parvenir, il a immédiatement commencé à réorganiser la machine. Il a lancé une série d'initiatives audacieuses qui ont fondamentalement modifié le modèle de ICA Combinator PERTA. Le programme Widlaxy Fellowship a été créé pour soutenir les fondateurs au stade le plus précoce possible, avant même qu'ils n'aient une idée concrète, démocratisant ainsi l'accès au réseau WidiUC. Il a ensuite créé le YC Continuity Fund, un fonds massif d'1 milliard de dollars conçu pour investir dans leurs anciens élèves les plus performants lors de leur cycle de financement ultérieur. C'était une rupture radicale avec le modèle exclusivement axé sur le démarrage, permettant à WidiUC de capturer plus de valeur et de soutenir ses champions jusqu'à une introduction en bourse et au-delà. Il a également poussé l'accélérateur bien au-delà des logiciels, recrutant agressivement des startups dans des secteurs complexes comme la biotechnologie, l'énergie nucléaire et le matériel informatique. Son style de gestion reflétait sa vision intense, directe et implacablement axée sur la croissance. Le nombre de startups financées par promotion a explosé, passant de quelques dizaines à des centaines. La pression interne était immense, certains partenaires de longue date craignaient que cette expansion agressive ne dilue la qualité du programme et la force de la communauté. Cela a créé une tension silencieuse mais persistante au sein de l'organisation. Le conflit classique entre la croissance et la qualité, Altman cependant était inébranlable. Il agissait avec la conviction que les grands fondateurs n'étaient pas une ressource rare et que le système YC pouvait être renforcé et mis à l'échelle pour les soutenir en bien plus grand nombre sans sacrifier sa valeur fondamentale. Il construisait un empire de start-up, une institution mondiale qui toucherait tous les recoins de la technologie. Pourtant, même alors qu'il était au sommet de ce royaume en pleine expansion, l'esprit d'Altman était de plus en plus consumé par un défi bien plus grand et plus abstrait. Dans ses articles de blog et ses conversations privées, un nouveau thème a commencé à émerger avec une intensité croissante: l'intelligence artificielle générale ou IAG. Il n'était pas simplement intéressé par l'intelligence artificielle comme une autre tendance technologique. Il devenait profondément, presque spirituellement, préoccupé par le concept d'une machine qui pourrait surpasser l'humanité dans tous les domaines. Il ne le voyait pas comme un concept de science-fiction lointain, mais comme une réalité imminente, une force technologique qui remodèlerait l'expérience humaine plus profondément que les révolutions agricoles ou industrielles combinées. Cette obsession croissante jetait une longue ombre sur son travail chez X-Ray Combinator. Il en est venu à croire que l'IAG était l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Une technologie qui portait à la fois la promesse de résoudre tous les problèmes de l'humanité et le risque existentiel de mettre fin à notre histoire. La nature binaire du résultat, utopie ou extinction, a créé un profond sentiment d'urgence en lui. Il a commencé à passer ses nuits et ses week-ends à lire des articles de recherche, à parler à des philosophes et à rencontrer les quelques informaticiens qui prenaient les risques de la superintelligence au sérieux. Le travail était fascinant,
Mais il a également conduit à une prise de conscience inquiétante. Il a commencé à ressentir une profonde déconnexion entre son travail quotidien et ce qu'il considérait désormais comme le travail le plus important à accomplir. Diriger l'accélérateur de start-up le plus puissant du monde semblait important, mais c'était toujours un système conçu pour créer des entreprises à but lucratif dans le cadre économique existant. Le défi de construire en toute sécurité une IAG, a-t-il conclu, était un problème d'un autre ordre. Il nécessitait une structure différente, une mission détachée des rendements pour les actionnaires et un calendrier qui s'étendait sur des décennies, pas des trimestres fiscaux. Le conflit grandissait en lui. L'immense succès et le pouvoir de son rôle actuel contre l'importance terrifiante d'un avenir qu'il se sentait obligé de façonner. Il avait bâti un empire de start-up, mais Sam Altman était hanté par un avenir qu'il croyait se précipiter vers nous. Il a décidé qu'il ne pouvait pas simplement financer l'avenir. Il devait en construire lui-même le composant le plus dangereux et le plus prometteur. Il était temps de quitter le trône et de lancer un nouveau type d'entreprise, une qui n'était pas censée rapporter d'argent du tout. Durant l'hiver 2015, un nouveau type d'organisation a été annoncé au monde, né à la fois d'une ambition immense et d'une peur profonde. Elle s'appelait OpenAI et sa déclaration de mission fondatrice se lisait comme un manifeste pour un avenir meilleur. Ce serait un laboratoire de recherche à but non lucratif dédié à garantir que l'intelligence artificielle générale, une technologie ayant le pouvoir de remodeler la civilisation, bénéficierait à toute l'humanité. Ce n'était pas juste une autre start-up, c'était une croisade financée par un engagement stupéfiant d'1 milliard de dollars d'un conseil de titans de la Silicon Valley, Sam Altman, Greg Brockman et le brillant scientifique en chef Ilya Sutskever en étaient le noyau, mais le nom en tête d'affiche était Elon Musk. Ensemble, ils ont promis une nouvelle voie à suivre. Leur philosophie était basée sur l'ouverture et la collaboration, une contre-attaque directe contre le scénario cauchemardesque d'une IAG puissante développée en secret par une entreprise ou un gouvernement ne rendant de compte à personne. Ils ont déclaré qu'il était de leur devoir d'éviter une course vers le bas et de construire une bonne IAG qui serait un bienfait net pour le monde. C'était une promesse magnifique et idéaliste, un camelot numérique pour l'ère de l'intelligence. Les fondateurs se voyaient comme des gardiens, construisant un havre de paix contre la tempête à venir. Ils croyaient que la plus grande menace était la concentration du pouvoir. Si une seule entité contrôlait la première véritable IAG, elle détiendrait un avantage inattaquable sur le reste du monde, un pouvoir plus grand que n'importe quel gouvernement ou entreprise dans l'histoire. La seule façon d'éviter cela, soutenait-il, était de rendre la recherche ouverte, de partager leurs avancées et de construire une communauté dédiée à la sécurité avant tout. Ils ne construisaient pas seulement du code, ils construisaient une conscience pour un dieu artificiel. Cette noble mission a attiré certains des esprits les plus brillants du domaine. Des chercheurs qui ont quitté des emplois lucratifs chez Google et Facebook pour la chance de travailler sur quelque chose qui semblait plus important que l'optimisation des clics publicitaires. Pendant un bref instant, il a semblé que la Silicon Valley avait enfin produit une organisation dont la principale mesure n'était pas le profit, but la survie future de l'espèce humaine. Sam Altman n'était plus seulement un faiseur de roi de start-up, il se positionnait comme un berger pour la création la plus dangereuse de l'humanité. Mais les idéaux, aussi nobles soient-ils, ne fonctionnent pas uniquement sur la bonne volonté. La réalité brutale de la construction d'une intelligence artificielle avancée s'est rapidement abattue sur leurs projets utopiques. L'engagement initial d'1 milliard de dollars, qui avait semblé si immense, s'est révélé être une goutte d'eau dans l'océan. L'entraînement du type de grand modèle d'IA qu'ils envisageaient nécessitait une quantité vraiment astronomique de puissance de calcul.
Cela signifiait louer ou construire d'immenses centres de données remplis de dizaines de milliers de puces informatiques spécialisées, fonctionnant toutes 24 heures sur 24, consommant assez d'électricité pour alimenter une petite ville. Le coût ne se chiffrait pas en millions, il se chiffrait en centaines de millions et bientôt en milliards. Le modèle à but non lucratif, conçu pour les subventions de recherche et les dons, n'était tout simplement pas viable pour une organisation avec l'appétit d'une superpuissance OpenAI brûlait de l'argent à un rythme alarmant, et le rêve menaçait de mourir avant même d'avoir vraiment commencé. Mais les idéaux, aussi nobles soient-ils, ne se nourrissent pas que de bonne volonté. La dure réalité de la construction d'une intelligence artificielle avancée s'est rapidement abattue sur leur projet utopique. La promesse initiale d'1 milliard de dollars, qui avait paru si immense, s'est révélée n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan. L'entraînement des modèles d'IA à grande échelle qu'ils envisageaient nécessitait une quantité vraiment astronomique de puissance de calcul. Cela signifiait louer ou construire d'immenses centres de données remplis de dizaines de milliers de puces informatiques spécialisées, fonctionnant toutes 24 heures sur 24, consommant assez d'électricité pour alimenter une petite ville. Le coût ne se chiffrait pas en millions. Il se chiffrait en centaines de millions et bientôt en milliards. Le modèle à but non lucratif, conçu pour les subventions de recherche et les dons, n'était tout simplement pas viable pour une organisation avec l'appétit d'une superpuissance OpenAI, brûlait de l'argent à un rythme alarmant et le rêve menaçait de mourir avant même d'avoir vraiment commencé. La crise fut accélérée par une découverte monumentale, un changement de paradigme dans la recherche sur l'IA, connu sous le nom d'hypothèse de la mise à l'échelle. L'idée était d'une simplicité élégante, mais ses implications allaient changer le monde. Pendant des décennies, les chercheurs pensaient que la voie vers une IA plus intelligente passait par de nouveaux algorithmes astucieux, en essayant de concevoir une structure de cerveau artificiel meilleure et plus efficace. L'hypothèse de la mise à l'échelle proposait quelque chose de beaucoup plus proche de la force brute. Imaginez que vous vouliez créer un génie. L'ancienne méthode consistait à essayer de recabler chirurgicalement un cerveau pour le rendre plus intelligent. La nouvelle méthode consistait à prendre un cerveau ordinaire et à simplement lui donner à lire une bibliothèque de la taille d'Internet tout entier. La théorie était que l'intelligence ne dépendait pas seulement de la qualité de l'algorithme, mais de la pure quantité de données et de calculs. Plus le modèle était grand, plus il consommait de données et plus il utilisait de puissance de calcul pour son entraînement, et plus il devenait spontanément intelligent. Ce n'était pas seulement une amélioration linéaire. Avec une échelle suffisante, ces modèles commençaient à manifester de nouvelles capacités surprenantes, des compétences pour lesquelles ils n'avaient jamais été explicitement entraînés. Cette découverte était à la fois une percée et une malédiction. Elle donnait à OpenAI une voie claire vers l'IAG, mais cette voie était pavée d'or, nécessitant plus d'argent et plus d'ordinateurs que n'importe quelle organisation à but non lucratif ne pourrait jamais espérer s'offrir. Face à l'extinction, Sam Altman a pris une décision qui allait altérer à jamais l'âme de son organisation. En 2019, il a annoncé une restructuration radicale. OpenAI resterait une organisation à but non lucratif, mais elle créerait une nouvelle filiale, une société à but lucratif appelée OpenAI LP. La structure était un hybride complexe conçu pour résoudre leurs problèmes d'argent sans abandonner complètement leur mission. Ils l'ont appelé un modèle à profit plafonné. Cette nouvelle entité pouvait désormais accepter d'énormes investissements extérieurs, mais les rendements financiers pour ces investisseurs seraient plafonnés à un certain multiple bien que très élevé. Tout profit généré au-delà de ce plafond serait reversé à l'organisation mère à but non lucratif pour être utilisé au profit de l'humanité. C'était une solution astucieuse, digne d'un avocat, un compromis pragmatique. Mais pour les critiques, y compris certains au sein de l'organisation, cela ressemblait à un pacte avec le diable. Ils ouvrirent la porte aux incitations commerciales mêmes qu'ils avaient juré de combattre.
La frontière entre la croisade et l'entreprise commençait à s'estomper. La nouvelle structure a fonctionné exactement comme prévu. Presque immédiatement, OpenAI a annoncé un investissement historique d'1 milliard de dollars de la part de Microsoft. Ce n'était que le début d'un partenariat qui allait finalement atteindre plus de 13 milliards de dollars. En échange d'argent et d'un accès à sa colossale plateforme de cloud computing Azure, Microsoft obtiendrait des licences exclusives pour certaines des technologies d'OpenAI. L'accord a sauvé l'entreprise. Il leur a donné le carburant dont ils avaient besoin pour poursuivre l'hypothèse de la mise à l'échelle avec une agressivité implacable. Mais cela a eu un prix élevé. Elon Musk, l'un des fondateurs originels et un critique virulent du contrôle des entreprises sur l'IA, a quitté le conseil d'administration, invoquant des désaccords fondamentaux avec la nouvelle direction de l'entreprise. Le destin du plus important laboratoire d'IA au monde était désormais intrinsèquement lié à l'un des plus grands géants de la technologie. La tension interne était palpable. Une mission à but non lucratif de sauvetage de l'humanité était maintenant financée par une branche à but lucratif qui devait générer des rendements pour des actionnaires. Sam Altman avait obtenu les ressources pour construire sa machine divine, mais ce faisant, il avait invité un nouveau dieu puissant dans son temple. Avec les ressources de Microsoft à leur disposition, le rythme des progrès est devenu terriblement rapide. La première onde de choc majeur est venue avec le dévoilement de GPT-2, un modèle de langage si cohérent et capable de générer un texte crédible qu'OpenAI l'a initialement jugé trop dangereux pour être entièrement publié. Cette décision a déclenché un débat mondial sur la sécurité et la censure de l'IA et a instantanément fait d'OpenAI le laboratoire le plus discuté et le plus controversé de la planète. Ils avaient secrété une machine qui pouvait décrire et ils avaient peur de ce qu'elle pourrait dire. Cela a été suivi par GPT-3, un modèle 100 fois plus grand qui a stupéfié le monde par sa capacité à écrire de la poésie, du code et à répondre à des questions complexes avec une fluidité surprenante. Le texte qu'il produisait était si humain qu'il brouillait la frontière entre la machine et l'esprit. On avait l'impression qu'un fantôme était sorti de la machine. Ensuite, ils ont appris à la machine à voir. Le lancement de DALL-E et de son successeur DALL-E 2 a donné à l'humanité un aperçu de l'imagination de l'IA. En tapant simplement une phrase comme un astronaute montant un cheval dans un style photoréaliste, n'importe qui pouvait créer des œuvres d'art époustouflantes et originales en quelques secondes. C'était un outil d'une créativité impossible, démocratisant l'art et déclenchant un autre débat féroce sur l'avenir des professions créatives. OpenAI livrait constamment des moments qui semblaient arrachés aux pages de la science-fiction. Chaque nouvelle sortie était un événement culturel, repoussant les limites de ce que les gens pensaient de possible. Le laboratoire n'était plus un avant-poste de recherche tranquille, c'était l'épicentre d'un séisme technologique, et le sol tremblait de plus en plus fort chaque mois. Mais rien n'aurait pu préparer le monde à ce qui s'est passé en novembre 2022. Discrètement, sans la fanfare habituelle, OpenAI a mis à la disposition du public un nouvel outil à tester. C'était une interface de conversation construite sur leur dernier jeu modèle et ils l'ont appelé ChatGPT. L'impact n'a pas été simplement grand, il a été biblique. Ce fut une explosion. En 5 jours, il a atteint plus d'1 million d'utilisateurs. En 2 mois, 100 millions. Pour la première fois, des dizaines de millions de gens ordinaires pouvaient avoir une conversation directe et fluide avec une intelligence artificielle puissante. Ils lui demandaient des recettes, de l'aide pour leurs devoirs, d'écrire des poèmes d'amour, de déboguer du code, de planifier des vacances. C'était comme parler au futur. ChatGPT n'était pas seulement une technologie. C'était un phénomène mondial, un tournant culturel majeur qui a instantanément divisé l'histoire récente en 2 ères distinctes, le monde d'avant ChatGPT et le monde d'après. Du jour au lendemain, la menace abstraite de l'IAG est devenue une réalité tangible sur l'écran d'ordinateur de chacun. ChatGPT fut plus qu'un succès, ce fut un phénomène mondial.
Sam Altman était au sommet du monde, le visage de la révolution de l'IA. Mais entre les murs d'OpenAI, les fissures idéologiques qui s'étaient formées avec l'accord Microsoft se transformaient en un gouffre. Les personnes mêmes chargées d'assurer la sécurité de l'IA commençaient à se demander si la plus grande menace n'était pas l'homme aux commandes. Tout a commencé un vendredi autrement banal, le 17 novembre 2023. Le moteur d'OpenAI tournait à plein régime. Son leader, Sam Altman, revenant tout juste d'une conférence triomphale pour les développeurs où il avait été traité comme une rockstar. Puis, un message est apparu d'Ilya Sutskever, le scientifique en chef de l'entreprise, et un homme qu'Altman considérait comme un ami. Le message était désinvolte, lui demandant s'il pouvait se joindre à un rapide appel Google Meet via Altman, pensant probablement qu'il s'agissait d'une vérification technique de routine, a accepté sans réfléchir. Il a cliqué sur le lien à midi, son écran s'animant pour révéler non seulement Sutskever, mais l'ensemble du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif. Les visages qui le fixaient étaient de sombres. Les directrices indépendantes Helen Toner et Tasha Macaulay étaient présentes. Leurs expressions illisibles. Fait crucial, un visage manquait, celui de Greg Brockman, cofondateur d'Altman, président et son plus proche allié dans l'entreprise. À cet instant, l'appel, anodin, s'est transformé en une embuscade. L'air dans la salle virtuelle était froid et lourd d'une intention non dite. Ce n'était pas un conseil d'administration d'entreprise typique. Ses membres n'étaient pas redevables aux actionnaires ou aux profits trimestriels. Leur mandat légal et moral, inscrit dans la charte inhabituelle de l'entreprise, était d'assurer le développement sûr de l'intelligence artificielle générale au profit de toute l'humanité. Ils étaient les gardiens de la mission originelle, un contrepoids philosophique à l'immense pouvoir commercial qu'ils avaient déchaîné. Ilya Sutskever, le brillant chercheur qui avait joué un rôle déterminant dans les percées de l'entreprise, fut celui qui prit la parole. Il n'y eut pas de préambule, pas d'entrée en matière en douceur. Ces mots furent un coup net et brutal, asséné avec une finalité glaçante. Il informa Sam Altman qu'il était renvoyé de son poste de directeur général avec effet immédiat. Comme un second coup dévastateur, il ajouta que Greg Brockman était démis de ses fonctions de président du conseil d'administration. L'exécution fut rapide, clinique et absolue. Il n'y eut aucune place pour le débat, aucune possibilité de se défendre. L'appel prit fin. En quelques minutes, la figure la plus célèbre de l'intelligence artificielle avait été déposée par les gardiens de ses propres créations. Quelques heures plus tard, l'onde de choc a frappé le public. OpenAI a publié un court et stupéfiant article de blog. La justification du licenciement de l'architecte de leur succès mondial tenait en une seule phrase d'une imprécision dévastatrice. Le conseil, disait le message, n'avait plus confiance en sa capacité à diriger car il n'avait pas été constamment franc dans ses communications. Cette phrase était une bombe d'ambiguïté. Pas franc à propos de quoi? Le monde de la technologie, une industrie bâtie sur les ragots, et la spéculation est entrée en surchauffe. Le vide d'information fut comblé par un millier de théories, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Altman avait-il secrètement créé un nouveau modèle dangereusement puissant, le fameux Q-Star, objet de rumeurs, et caché ses capacités au conseil axé sur la sécurité? Était-ce le résultat d'une brouille personnelle amère, une lutte de pouvoir avec Sutskever ou un conflit avec la directrice Helen Toner au sujet d'un article de recherche critique qu'elle avait coécrit? Était-ce simplement un coup de palais, une manœuvre désespérée d'un conseil académique pour reprendre le contrôle d'un leader qu'il ne pouvait plus commander? Les retombées immédiates furent catastrophiques. L'entreprise, qui venait de célébrer son statut de roi incontesté de l'IA, fut plongé dans le chaos. En apprenant la nouvelle, Greg Brockman n'a pas attendu d'être formellement démis de ses fonctions. Dans un acte de profonde loyauté envers Altman, il a tout quitté. Il a envoyé un message à l'entreprise écrivant « Je suis super fier de ce que nous avons tous construit.
mais au vu des nouvelles d'aujourd'hui, je démissionne. Son départ ne fut que le premier domino. Plusieurs des chercheurs les plus chevronnés et respectés d'OpenAI, y compris les responsables de projets clés, ont démissionné en solidarité en quelques heures. L'institution a commencé à subir une hémorragie de son atout le plus précieux, son talent. Une réunion d'urgence de tout le personnel a été convoquée, dirigée par la nouvelle PDG par intérim Mira Murati. Les employés se sont connectés, déconcertés et exigeant des réponses. Mais le conseil n'a offert aucune clarification supplémentaire, laissant le personnel aux prises avec la nouvelle choquante que leur leader visionnaire était parti et que personne ne pouvait ou ne voulait expliquer pourquoi. Alors que la poussière commençait à retomber, la vraie nature du conflit a commencé à émerger. Il ne s'agissait pas d'un simple mensonge ou d'un différend personnel. C'était l'éruption violente d'une guerre civile philosophique qui couvait au sein d'OpenAI depuis des années. Le cœur du schisme était la tension fondamentale entre la vitesse et la sécurité. Le conseil, en particulier Sutskever et Toner, était de plus en plus alarmé par la volonté acharnée d'Altman de commercialiser et de déployer la technologie de l'IA à un rythme effréné. Ils l'ont vu transformer le laboratoire de recherche en une machine axée sur les produits courants, après les contrats d'entreprise et la croissance auprès des consommateurs. De leur point de vue, chaque lancement de nouveaux produits, chaque partenariat, chaque décision qui privilégiait la domination du marché à une recherche méthodique et prudente était une trahison de la mission fondatrice. Il craignait qu'il ne devienne un accélérationniste imprudent, poussant l'humanité vers une intelligence artificielle générale potentiellement incontrôlable sans les garde-fous nécessaires. C'était le choc idéologique ultime, une bataille pour l'âme de l'entreprise et, dans leur esprit, pour l'avenir du monde. Un camp, défendu par Altman, croyait que la meilleure façon d'assurer une IAG sûre était de la construire, de la déployer de manière itérative et d'apprendre de ses interactions avec le monde réel. C'était la philosophie du bâtisseur, de l'accélérationniste efficace qui voit le progrès comme la solution principale. L'autre camp, représenté par le Conseil, était le parti de la prudence, les défenseurs de la sécurité de l'IA qui craignaient qu'un seul faux pas pouvait mener à une catastrophe irréversible. Ils croyaient qu'une structure à but lucratif et un PDG célébré pour ses talents de growth hacking étaient fondamentalement incompatibles avec le devoir sacré de construire un dieu. Altman était le moteur du succès d'OpenAI, mais pour le conseil, ce moteur tournait trop fort, trop vite, et menaçait de faire sortir tout le projet de la route. Le conseil avait joué son va-tout, décapitant l'entreprise au nom de la sécurité. Il pensait avoir sauvé OpenAI de son propre leader charismatique. Il n'avait aucune idée qu'ils venaient de déclarer la guerre à leurs propres employés et, ce faisant, avaient scellé leur propre destin. La décision du conseil d'administration n'a pas été perçue comme une manœuvre stratégique, mais comme une déclaration de guerre civile. Pendant le week-end, alors que le monde de la technologie était sous le choc, la maison de Sam Altman à San Francisco s'est transformée en un centre de commandement improvisé. Lui et Greg Brockman, travaillant depuis leurs maisons respectives, sont devenus l'épicentre d'une tempête qu'ils n'avaient pas déclenchée, mais qu'ils étaient maintenant contraints de naviguer. Leur téléphone vibrait sans cesse, un flot constant d'appels et de messages d'employés sous le choc, d'investisseurs déconcertés et de puissants alliés de la Silicon Valley. Ils ne complotaient pas un contre-coup d'État au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, ils envoyaient un éclaté spontanément en leur faveur, une vague de loyauté si féroce et si immédiate qu'elle défiait tout précédent en entreprise. Les employés d'OpenAI ne voyaient pas Sam Altman comme le charlatan imprudent que la déclaration du conseil laissait entendre. Ils le voyaient comme l'architecte de leur rêve commun, le visionnaire qui avait fait entrer le futur dans le présent. Ce sentiment s'est rapidement transformé
passant de messages de soutien et part à un acte unifié de défi d'entreprise. L'idée d'une lettre ouverte a commencé à circuler sur les messageries internes et en quelques heures, elle est devenue le seul objectif de toute l'entreprise. C'était un document d'une audace à couper le souffle. Il déclarait sans équivoque que les signataires démissionneraient d'OpenAI et rejoindrait Sam Altman dans une nouvelle filiale de Microsoft, à moins que le conseil d'administration actuel ne démissionne et ne réintègre Altman et Greg Brockman. Une partie de la lettre disait « Vos actions ont clairement montré que vous êtes incapables de superviser OpenAI. Nous ne pouvons pas travailler pour ou avec des personnes qui manquent de compétences, de jugement et de soucis pour notre mission et nos employés. » C'était un défi direct. Un ultimatum collectif lancé non pas par une poignée de dirigeants, mais par les personnes mêmes qui avaient construit la technologie. Les signatures ont commencé à affluer, d'abord des dizaines, puis des centaines. Le nombre a dépassé les 500, puis les 600, pour finalement s'établir à plus de 700 des quelques 770 employés de l'entreprise. La signature la plus choquante fut celle d'Ilya Sutskever. L'homme qui avait porté le coup fatal à Altman quelques jours plus tôt changeait maintenant publiquement de camp. Sur les réseaux sociaux, il a écrit une déclaration d'une contrition stupéfiante. « Je regrette profondément ma participation aux actions du Conseil. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à OpenAI. J'aime tout ce que nous avons construit ensemble. Et je ferai tout ce que je peux pour réunir l'entreprise. » C'était un aveu que le coup d'État avait non seulement échoué, mais avait été une erreur de calcul catastrophique. Le Conseil avait tenté de destituer un roi, mais ce faisant, il avait révélé que le pouvoir du roi ne venait pas de son titre, mais de la loyauté indéfectible de son royaume. La lettre était un témoignage de la culture qu'Altman avait bâtie, une culture où la mission et le leader étaient inextricablement liés dans l'esprit du personnel. Ils n'étaient pas seulement des employés, ils étaient des croyants et leur foi était en Sam Altman. Alors que cette rébellion interne atteignait son apogée, une force extérieure a porté le coup de grâce. Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, qui aurait été pris de court et furieux par la décision du Conseil, a joué un coup de maître stratégique. Il n'a pas proféré de menaces ni formulé d'exigences en coulisses. Au lieu de cela, il a rendu les choses publiques. Dans une déclaration qui a secoué l'industrie, Nadella a annoncé que Microsoft avait embauché Sam Altman et Greg Brockman pour diriger un nouveau laboratoire de recherche en IA avancé, indépendant. Tous les employés d'OpenAI qui avaient signé la lettre étaient les bienvenus pour les rejoindre avec une rémunération et des ressources comparables. C'était une manœuvre d'une brillance chirurgicale, une déclaration publique qui atteignait deux objectifs critiques à la fois. Premièrement, elle offrait à Altman et à ses loyalistes un sanctuaire immédiat, puissant et bien financé. Ils n'étaient pas des rebelles au chômage, ils étaient l'équipe fondatrice de la nouvelle division phare de l'IA de Microsoft. Deuxièmement, et plus important encore, cela plaçait le conseil d'administration d'OpenAI dans une position impossible. La manœuvre de Nadella était un jeu du « qui flanchera le premier public » où il conduisait un train de marchandises. Il disait essentiellement au conseil « Vous pouvez garder la marque et les bureaux vides, mais nous possédons maintenant le talent, tout le talent. » Le conseil était piégé. Leur principal investisseur était maintenant leur principal concurrent, débauchant activement toute leur main-d'œuvre. Les membres restants du conseil présidèrent désormais une coquille vide. Une entreprise au nom célèbre, mais sans personne pour faire le travail. La mission même qu'ils prétendaient reprotéger, le développement sûr de l'IAG, était désormais impossible sans les chercheurs, les ingénieurs et les scientifiques qui venaient de prêter allégeance à Altman. Leur tentative de sauver OpenAI de son leader avait abouti à la quasi-annihilation totale de l'entreprise elle-même. S'ensuivirent plusieurs jours de négociations frénétiques, désespérées et finalement futiles. Le conseil n'avait plus aucun levier.
Ils avaient perdu leurs employés, leurs investisseurs et l'opinion publique. Leur grande prise de position morale s'était effondrée en une implosion d'entreprises humiliante. Le mardi, précédant Thanksgiving, 5 jours seulement après le licenciement, l'inévitable s'est produit. Le conseil s'est rendu. Les membres qui avaient orchestré le coup d'État ont accepté de se retirer. Un nouveau conseil initial a été formé, un conseil acceptable pour Altman et Microsoft. Il était dirigé par Brett Taylor, l'ancien co-directeur général de Salesforce, et comprenait Larry Summers, l'ancien secrétaire au Trésor. C'était un conseil conçu non pas pour la pureté idéologique, mais pour une gouvernance stable et compétente. La crise était terminée. Le retour de Sam Altman dans les bureaux d'OpenAI fut un moment de triomphe silencieux et surréaliste. Il a tweeté une photo de lui portant un badge de visiteur, une touche finale et ironique à cette saga de 5 jours. Il était un invité dans le bâtiment qu'il avait construit, un visiteur dans l'entreprise qu'il contrôlait désormais plus complètement que jamais. Il a suivi avec un message simple de 3 mots « J'aime OpenAI ». Il n'y eut ni vantardise, ni tour de victoire. Ce n'était pas nécessaire. Il avait affronté sa propre création, une structure de gouvernance conçue pour être son ultime contre-pouvoir, et en était sorti non seulement victorieux mais plus fort. Il avait désormais un mandat indéniable de ses employés et le soutien explicite et puissant de son plus important partenaire. Le retour de Sam Altman dans les bureaux d'OpenAI fut un moment de triomphe tranquille et surréaliste. Il a tweeté une photo de lui portant un badge de visiteur, une touche finale et ironique à cette saga de 5 jours. Il était un invité dans le bâtiment qu'il avait construit, un visiteur de l'entreprise qu'il contrôlait désormais plus complètement que jamais. Il a suivi avec un message simple de 3 mots « J'aime OpenAI ». Il n'y eut ni vantardise, ni tour de piste victorieux, ce n'était pas nécessaire. Il avait affronté sa propre création, une structure de gouvernance conçue pour être son ultime contre-pouvoir, et en était sorti non seulement victorieux mais plus fort. Il avait désormais un mandat indéniable de ses employés et le soutien explicite et puissant de son plus important partenaire. Il avait survécu à un coup d'État d'entreprise qui aurait détruit n'importe qui d'autre. Mais ce drame a révélé des questions profondes non seulement sur OpenAI, mais aussi sur l'homme lui-même. Qui est Sam Altman au-delà du président-directeur général ? Quelles sont les philosophies personnelles qui animent sa quête incessante de l'avenir ? Pour comprendre l'homme qui est revenu au pouvoir chez OpenAI, il faut regarder au-delà du drame des salles de conseil et dans le paysage vaste et souvent contradictoire de son esprit. Pendant des années, bien avant que ChatGPT ne devienne un nom familier, Sam Altman décrivait méticuleusement sa vision du monde dans une série d'essais et de billets de blog. Cette collection d'écrits, son almanach personnel, révèle non pas un simple dirigeant, mais un philosophe futuriste aux prises avec les forces monumentales qu'il contribuait à déchaîner. Il écrivait avec une clarté saisissante sur l'avenir qu'il voyait comme une certitude imminente, pas une lointaine possibilité. Au cœur de sa pensée se trouvait la conviction que l'intelligence artificielle générale était non seulement inévitable, mais imminente. Ce n'était pas un produit à lancer, c'était un changement de paradigme de l'ampleur des révolutions agricoles ou industrielles, un événement qui réécrirait fondamentalement les règles de la société humaine. Selon lui, l'arrivée d'une véritable IA briserait le système économique existant. Elle soutenait qu'à mesure que les machines intelligentes prendraient en charge le travail cognitif, la valeur du travail humain chuterait, rendant l'emploi traditionnel obsolète pour des millions de personnes. Mais là où beaucoup voyaient une fin dystopique, Altman voyait un problème mathématique qui exigeait une solution élégante. Le revenu de base universelle. Il imaginait un avenir d'abondance inimaginable où la productivité générée par l'IA créerait tant de richesses qu'elle pourrait être redistribuée, offrant à chaque citoyen un socle confortable sur lequel s'appuyer. C'était un utopiste technologique, mais profondément pragmatique.
Il ne se contentait pas de rêver d'un monde post-rareté. Il réfléchissait à la transition désordonnée, perturbatrice et potentiellement chaotique nécessaire pour y parvenir. Ses écrits sont un plan directeur pour un avenir à la fois passionnant et terrifiant, un monde où les plus grands défis de l'humanité sont résolus, mais au prix de tout ce que nous comprenons actuellement du travail, de la valeur et du but. Cette vision d'une utopie façonnée par la technologie coexiste cependant avec une vision du monde beaucoup plus sombre et primitive. L'anecdote la plus révélatrice sur la psychologie de Sam Altman provient d'un portrait dans le New Yorker qui a dévoilé un fait stupéfiant. Il est un survivaliste, un prepper. Il garderait un sac d'évacuation prêt à l'emploi, rempli d'un pistolet, d'or, d'iodure de potassium, d'antibiotiques, de piles, d'eau et de masques à gaz. Il a un arrangement pour s'envoler à tout moment vers un bunker fortifié dans un endroit comme la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas le comportement d'un simple optimiste. C'est l'action d'un homme qui construit simultanément l'avenir et se prépare à son effondrement total et complet, que ce soit à cause d'une IA rebelle, d'une pandémie créée par l'homme ou de toute autre catastrophe d'origine humaine. Cette dualité est l'énigme centrale de Sam Altman. Il est un architecte d'un paradis qui garde une trappe de secours vers un abri anti-atomique. Cela suggère une vision du monde qui fonctionne sur deux voies parallèles. Une croyance inébranlable dans le potentiel de l'humanité pour une création quasi divine et une reconnaissance sobre de son potentiel égal pour l'autodestruction. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une philosophie de couverture des risques sur l'avenir de l'espèce, profondément cohérente bien que troublante. Une voie est pour le monde qu'il essaie de construire, l'autre et pour le monde qu'il craint de voir émerger à la place. Il parie sur les deux issues simultanément, et cette philosophie s'étend bien au-delà d'un sac d'évacuation personnel. C'est la force motrice derrière ces autres investissements massifs qui transforment le monde, qui représentent une tentative systématique de résoudre les points d'étranglement fondamentaux de la civilisation humaine. Considérez son investissement dans Hélion, une entreprise qui poursuit le saint graal de la fusion nucléaire. La fusion est le processus qui alimente le Soleil, promettant un avenir d'énergie propre et quasi illimité. Ce n'est pas juste un autre investissement dans les technologies vertes, c'est un pari sur la résolution de l'équation énergétique de l'humanité. Pour toujours, imaginez cela comme l'installation d'une nouvelle source d'énergie pour la planète entière, une qui ferait des guerres pour les ressources et du changement climatique des notes de bas de page de l'histoire. Si l'intelligence artificielle générale est la nouvelle intelligence qui dirigera le monde, la fusion est la batterie inépuisable qui l'alimentera. Ce n'est pas un projet secondaire, c'est un pilier fondamental de l'avenir qu'il est en train de construire. Altman voit l'interconnexion de ces grands défis, réalisant qu'une IA super intelligente serait contrainte par les limitations énergétiques de notre monde actuel. Puis il y a son investissement dans Retrobioscience, une entreprise avec l'objectif audacieux de prolonger de 10 ans la durée de vie humaine en bonne santé. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de traiter le vieillissement lui-même comme un problème d'ingénierie soluble. Comme la fusion, cela s'attaque à une limitation fondamentale de la condition humaine. Si l'on peut résoudre le problème de l'intelligence avec l'IAG et celui de l'énergie avec la fusion, l'étape logique suivante est de résoudre le problème du temps lui-même. Ce ne sont pas des paris disparates faits par un riche capital risqueur, ce sont trois parties d'un seul et colossal projet. Mettre à niveau le système d'exploitation central de la civilisation humaine. Il investit dans l'intelligence, l'énergie et la biologie, les trois piliers sur lesquels toute société avancée doit être construite. Il n'essaie pas seulement de prédire l'avenir, il essaie de construire son infrastructure essentielle à partir de zéro, loin des grandes visions philosophiques et des investissements à l'échelle planétaire. La facette personnelle de Sam Altman reste intentionnellement discrète. Il est l'un des présidents directeurs généraux ouvertement gays les plus puissants et visibles au monde, un fait qu'il n'a jamais caché mais qu'il met rarement en avant. Son identité fait simplement partie de qui il est
Une déclaration tranquille dans une industrie qui peine encore à atteindre une véritable diversité à ses plus hauts niveaux. Début 2024, il a épousé son partenaire de longue date, Oliver Mullery, un ingénieur logiciel australien, lors d'une cérémonie privée qui est devenue publique via une publication sur les réseaux sociaux. L'événement était parfaitement dans son caractère. Une étape personnelle importante gérée avec une discrétion calme et tranquille, loin du cirque médiatique qui suit sa vie professionnelle. Ce comportement calme et mesuré est sa signature. Dans les interviews et les apparitions publiques, il parle de manière réfléchie, presque académique, décomposant des concepts qui transforment le monde en composantes simples et logiques. Ni grand geste, ni déclaration théâtrale. Pourtant, sous cette surface placide, ceux qui ont travaillé avec lui décrivent une intensité sous-jacente, une persuasion incroyable qui peut plier une salle à sa volonté. Il possède une capacité rare à faire paraître l'impossiblement ambitieux simplement difficile et le difficile inévitable. C'est cette combinaison d'un extérieur serein et d'une volonté intérieure implacable qui le rend si efficace et pour certains si impénétrable. C'est un homme qui se présente comme un livre ouvert, mais dont les motivations ultimes restent profondément opaques, connues de lui seul. Énergie, longévité, intelligence. Sam Altman ne construit pas seulement une entreprise, il essaie de réécrire le système d'exploitation de la civilisation humaine. Mais avec son pouvoir désormais plus consolidé que jamais, la question ultime demeure: quel est l'héritage qu'il est réellement en train de construire ? Quand la poussière de la tempête de novembre est retombée, OpenAI n'était plus la même entreprise. Elle était plus forte qu'un plus rapide et sans équivoque celle de Sam Altman. Le coup d'État manqué avait par inadvertance servi de test de résistance brutale et publique, purgeant les derniers le vestige de l'opposition idéologique interne. Un nouveau conseil d'administration plus pragmatique a été installé, présidé par des figures comme l'ancien co-PDG de Salesforce, Bret Taylor, signalant un alignement clair avec la vision d'Altman de mise à l'échelle et de déploiement rapide. Son contrôle, autrefois soumis aux caprices d'un conseil d'administration à but non lucratif et prudent, était désormais consolidé par le mandat ultime: la loyauté écrasante de ses employés. Le résultat fut une accélération immédiate et spectaculaire. Le pied a été retiré du frein et l'accélérateur a été poussé au plancher. OpenAI a commencé à publier de nouveaux modèles à un rythme effréné, chacun représentant un bond en avant par rapport au précédent. D'abord vint Sora, un modèle capable de générer des vidéos d'un réalisme saisissant à partir d'une simple requête textuelle, brouillant la frontière entre réalité et imagination. Puis vint GPT-4o, un modèle multimodal capable de voir, d'entendre et de parler avec une fluidité conversationnelle qui semblait étrangement humaine. La marche implacable vers l'intelligence artificielle générale avait repris, mais c'était désormais un sprint. La tension fondamentale entre la mission de sécurité originelle de l'entreprise et son partenariat commercial de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft n'a pas été résolue. Au lieu de cela, elle a simplement été gérée sous un nouveau régime, un coût accepté pour faire des affaires dans un monde où la puissance de calcul est la monnaie ultime. L'histoire d'Altman, cependant, ne se limite pas au mur de son siège de San Francisco. C'est un chapitre central d'un récit beaucoup plus vaste. La course mondiale à l'IA.OpenAI ne construit pas dans le vide. Elle est engagée dans une compétition à hauts enjeux avec des titans comme Google et ses modèles Gemini, et des rivaux bien financés comme Anthropic, une entreprise fondée par d'anciens employés d'OpenAI partis précisément pour des préoccupations de sécurité. Au-delà de ces duels d'entreprises, des acteurs étatiques en Chine et ailleurs poursuivent leurs propres ambitions en matière d'IA avec le soutien total des ressources nationales. Cette course effrénée vers le sommet de l'intelligence se déroule sur fond de questions éthiques immenses
et terrifiante. Les outils mêmes qu'Altman crée pourraient être utilisés pour générer de la désinformation à une échelle industrielle, déstabilisant les démocraties. Ils entraîneront sans aucun doute des déplacements massifs d'emplois, réécrivant les contrats sociaux et économiques des nations. Et plus menaçants encore sont les risques véritablement existentiels. Le potentiel de systèmes d'armes autonomes prenant des décisions de vie ou de mort sans supervision humaine, et le péril ultime d'une superintelligence que nous ne pouvons ni comprendre ni contrôler. Dans cette arène complexe, Altman joue un double rôle fascinant. Il est un visiteur fréquent à Washington DC et dans d'autres capitales mondiales, un défenseur calme et articulé de la réglementation. Il parle de manière réfléchie de la nécessité d'agences internationales et de garde-fous de sécurité. Pourtant, il est simultanément le président-directeur général de l'entreprise qui repousse la frontière technologique plus vite que tout autre, créant le pouvoir même que les gouvernements s'empressent maintenant de contenir. Alors, qui est, en dernière analyse, Sam Altman? Est-il un leader visionnaire, un Prométhée moderne guidant patiemment l'humanité vers une ère d'abondance sans précédent, armé du feu des dieux du calcul? Ou est-il un accélérateur imprudent, un esprit brillant mais obsessionnel nous poussant vers un précipice inconnu, si concentré sur l'horizon qu'il ignore le bord de la falaise qui s'effrite sous ses pieds? La vérité peut-être est qu'il est les deux. Il incarne la dualité profonde et terrifiante de la création technologique. En cela, il partage un écho historique avec des figures comme J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer était un génie qui a rassemblé les esprits les plus brillants du monde dans un désert pour libérer la puissance fondamentale de l'atome. Lui aussi était un leader magistral, un orchestrateur charismatique d'un projet scientifique monumental et lui aussi a passé le reste de sa vie aux prises avec les conséquences de sa création, plaidant pour un contrôle international sur une force qu'il avait déchaînée mais ne pouvait commander. Comme Oppenheimer, Altman est un esprit brillant qui ne peut pas contrôler entièrement les conséquences de ce qu'il construit. Il crée un outil si puissant qu'il remodèlera la civilisation, mais la direction ultime de ce changement ne lui appartient pas. Son parcours a été le témoignage d'une concentration singulière et inébranlable. Il a commencé comme un enfant curieux de Saint-Louis qui démontait un ordinateur Macintosh pour en comprendre l'âme. Il est devenu un décrocheur de Stanford qui a parié sur lui-même, un faiseur de roi de la Silicon Valley qui créait des licornes à partir d'une simple formule d'ambition radicale, et enfin le grand prêtre de la révolution de l'IA, le visage public du projet le plus audacieux de l'humanité. Le drame central de sa carrière, son licenciement et son retour triomphal, fut bien plus qu'un spectacle d'entreprise. Ce fut le moment qui a cristallisé la lutte mondiale pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Ce fut une bataille menée non pas avec du code, mais avec la loyauté, l'influence et la vision. Un conflit qui a mis à nu le schisme fondamental entre ceux qui veulent construire l'avenir le plus vite possible et ceux qui craignent ce que cet avenir pourrait devenir. Sam Altman va de l'avant, construisant un monde qu'il croit meilleur, un monde d'assistants intelligents, d'énergie illimitée et de vie plus longue. Mais c'est un avenir qui, sans exception, affectera chaque personne sur Terre. La vraie question n'est donc pas de savoir ce qu'il construira ensuite. La question est de savoir si l'humanité y est préparée.